un cœur pour partager. Savoir plus, c'est Bienvenue à cette légalement. nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur du vivant à une échelle minuscule, la cellule. Bonjour Evelyne. Oui, la base de tout organisme, hein, mais complètement invisible sans aide. Une vraie petite usine. C'est ça, une usine ou une ville microscopique. Et pour nous guider, on s'appuie sur un cahier de cours qui détaille bien son organisation. Effectivement, un bon point de départ pour comprendre comment tout ça s'agence. Notre mission, si on peut dire, décortiquer cette structure, identifier les pièces maîtresses grâce aux observations décrites et surtout bien voir ce qui fait qu'une cellule de plante, c'est pas pareil qu'une cellule d'animal. On y va? Allons-y. Alors, classiquement, on commence par le microscope optique, le plus simple. Qu'est-ce qui nous montre sur les cellules végétales d'après ces notes? Alors, le premier exemple, c'est l'épiderme d'oignon. Sous le microscope, on voit des formes assez géométriques, polyhydriques, qu'ils disent, comme des petites briques. Oui, cette forme très définie, très régulière, c'est un premier indice fort. C'est lié à la présence d'une paroi, une sorte de boîte rigide à l'extérieur de la membrane. Ah oui, la paroi. Donc, membrane plasmique dedans et paroi dehors. Exactement. Et à l'intérieur, ce qui frappe souvent, c'est cette énorme poche, la vacuole. Elle prend tellement de place qu'elle repousse tout le reste sur les côtés. Le noyau, le cytoplasme, tout est un peu coincé contre la paroi. C'est un peu l'idée, oui. Et pour voir mieux certains détails, on utilise des colorants. Les notes parlent du ver de Janus. Oui, pour voir des filaments, les mitochondries, et un autre, le tétroxyde d'osmio, pour l'appareil de Golgi, qui apparaît comme des petites écailles empilées, les dictyosomes. C'est ça. Ces colorants sont essentiels parce que beaucoup de structures sont transparentes sinon. Ils nous révèlent des organites clés. Le ver de Janus cible spécifiquement les mitochondries, les centrales énergétiques. D'accord. Autre exemple végétal, l'élodée, une plante d'aquarium. Là, on voit direct des petits trucs ovales et verts, les chloroplastes. Ah, les chloroplastes. Ça, c'est un type de plaste. Et les plastes, c'est tout un monde chez les végétaux. Ils ne sont pas tous verts, loin de là. Ah bon, le cahier en parle un peu. Oui, ils dérivent tous de proplastes incolores et peuvent devenir chloroplastes, donc verts avec la chlorophylle pour la photosynthèse, chromoplastes qui donnent les couleurs vives, tu vois le rouge des tomates, l'orange des carottes, ou leucoplastes qui sont incolores et servent au stockage. Stockage d'amidon, par exemple, comme dans La pulpe de banane. l'exemple suivant. Avec de l'eau iodée, ça devient bleu-noir. On voit les grains d'amidon. Ça confirme ce rôle de stockage des leucoplastes, enfin des amyloplastes dans ce cas. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est qu'ils peuvent même changer de type. Une tomate verte devient rouge, les chloroplastes deviennent chromoplastes. Incroyable cette flexibilité. Donc, si on résume pour la cellule végétale type vue au microscope optique. Alors, grande taille souvent, forme plutôt fixe, géométrique, grâce à cette fameuse paroi pectocellulosique. Ensuite, une grosse vacuole centrale. Le noyau, poussé sur le côté, le cytoplasme, et puis les plastes, dont les chloroplastes si c'est une cellule verte. Sans oublier les mitochondries et l'appareil de Golgi, même si parfois il faut les colorer pour bien les voir. Voilà le portrait robot de base. Parfait. Maintenant, passons de l'autre côté. Les cellules animales. Exemple. L'intérieur de la joue, l'épithélium buccal. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Ben la forme d'abord, beaucoup moins régulière, plus arrondie, un peu molle quoi, pas de paroi rigide. Juste la membrane plasmique qui délimite le tout? Exactement. Et le noyau, lui, est souvent bien au centre, bien visible. Et dans le sang, les globules rouges, les hématies, elles sont bizarres, non? Le cahier dit sans noyau chez les mammifères? Oui, c'est une spécialisation extrême. Elles perdent leur noyau pour maximiser la place pour l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. C'est presque juste un sac à hémoglobine. À côté, on voit les globules blancs, les leucocytes, qui eux ont bien un noyau, et les plaquettes. Et la paramécie, ce petit être unicellulaire? C'est considéré comme une cellule animale modèle ici. Oui, en tant qu'eucaryote non végétale, on peut dire ça. Elle a un ou deux noyaux, du cytoplasme, une membrane, des petites vacuoles contractiles pour l'eau et des cils pour bouger. Très complexe pour une seule cellule. Donc, pour la cellule animale type, si on généralise, forme plus variable, parfois même changeante. Oui, pense aux amibes ou même à nos neurones très ramifiés. Pas de paroi. Un noyau quasi systématique, parfois même plusieurs dans une cellule musculaire,
du cytoplasme, la membrane, souvent plus petite que la végétale. Et le cahier mentionne aussi le centrosome et le nucléole, moins facile à voir au microscope optique simple, j'imagine. C'est ça, le nucléole est dans le noyau, le centrosome est à côté. On les devine plus qu'on ne les voit nettement, sans technique spécifique à ce niveau de grossissement. D'accord. Alors, première synthèse rapide. Si on met les deux côte à côte, juste avec ce qu'on voit là. Bon, beaucoup de points communs, parce que ce sont des eucaryotes, membrane, noyau avec nucléole dedans, cytoplasme, mitochondrie, Golgi, des vacuoles. Le plan de base est là. Mais de grosses différences quand même. Végétal, parois rigides dehors, des plastes, chloro, etc. Et cette énorme vacuole. Voilà. Et animal, rien de tout ça. Ni paroi, ni plaste. Des vacuoles petites ou pas du tout, et ce fameux centrosome qui apparaît comme spécifique. Donc, en gros, rigidité et souvent photosynthèse côté plante, souplesse et besoin de manger côté animal. C'est une bonne première approche, oui. Mais pour vraiment comprendre la machinerie, il faut zoomer beaucoup plus. Et c'est là qu'intervient le microscope électronique, pour voir les ultrastructures. Là, ça devient passionnant, non? Commençons par la paroi végétale, justement. Absolument. Le microscope électronique montre que ce n'est pas juste un mur statique. Elle a une histoire. D'abord une lamelle moyenne, une sorte de ciment entre les cellules. Ok, Puis la jeune cellule fabrique une paroi primaire, assez souple pour lui permettre de grandir. Et enfin, une fois adulte, elle dépose à l'intérieur une paroi secondaire, plus épaisse, plus rigide, pour la solidité. et ce n'est pas complètement fermé, il y a des tunnels, les plasmodesmes. Exactement. Des petits canaux qui traversent les parois et mettent en communication directe les cytoplasmes des cellules voisines. C'est crucial pour les échanges, la coordination dans un tissu végétal. Malin, mais le rôle principal reste quand même la structure et la protection contre la pression de l'eau, j'imagine. Tout à fait. Structure, forme et protection mécanique et osmotique. Ok, passons à la membrane plasmique, commune aux deux types, le sandwich. Deux couches sombres, une claire au milieu. Ça nous dit quoi sur sa compo? Les analyses chimiques confirment. Les couches sombres, c'est surtout des protéines. La couche claire, ce sont des lipides. Des phospholipides, pour être précis. Avec une tête qui aime l'eau et une queue qui la fuit. C'est ça. Hydrophile et hydrophobe. Elles s'organisent en double couche, queue vers l'intérieur, tête vers l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Et il y a beaucoup de protéines intégrées là-dedans, environ 60%. Et le modèle de la mosaïque fluide? Ça veut dire que c'est pas figé. Exactement. Les lipides forment une sorte de mer assez fluide et les protéines sont comme des radeaux ou des icebergs qui peuvent s'y déplacer, flotter, interagir. C'est cette fluidité qui permet à la membrane de faire son travail. C'est-à-dire? Reconnaître des signaux de l'extérieur, coller à d'autres cellules et surtout contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Une barrière très sélective et dynamique. Pas juste une enveloppe passive. Très clair. Alors, on plonge à l'intérieur. Le cytoplasme. Il y a le gel, le hyaloplasme. Oui, le cytosol. C'est la base liquide. Eau, sel, sucre, protéines. Mais attention, c'est pas une simple soupe. Il est structuré par le cytosquelette. Ah oui, un réseau de filaments protéiques. Voilà. Qui maintient la forme de la cellule, surtout pour l'animal sans paroi, qui sert de rail pour les transports internes, qui ancre les organites. C'est l'armature interne. Et dans ce gel structuré, on trouve tous les organites, le morphoplasme. Commençons par le réticulum endoplasmique, le RE, un nom compliqué pour un labyrinthe de membranes. C'est un peu ça, un réseau très étendu de sacs et de canaux. On distingue deux types. D'abord, le RE granuleux, le REG. Granuleux à cause des petits points dessus? Les ribosomes? Exactement. Les ribosomes sont les usines à protéines. Donc le REG, il fabrique les protéines qui doivent sortir de la cellule ou aller dans les membranes. Il les modifie un peu et les emballe pour l'étape suivante. Et l'autre, le ER lisse, le RELS, sans ribosome, donc lisse. C'est ça. Lui, il a d'autres fonctions. Il fabrique les lipides, comme les hormones stéroïdes. Il participe à la détoxification dans certaines cellules, comme celle du foie. Et il stocke le calcium, qui est super important pour plein de processus, comme la contraction des muscles. Donc ER granuleux égale protéines, ER lisse égale lipides et autres. Et après le ER, ça va où? Souvent vers l'appareil de Golgi. Les fameuses piles d'assiettes, les dictyosomes. Oui, c'est souvent l'étape suivante pour les protéines et lipides fabriqués dans le ER.
Le Golgi, c'est un peu le centre de tri et d'expédition de la cellule. Comment ça marche? Il reçoit les molécules du ER dans des petites vésicules, il les finit, il peut ajouter des sucres, les trier selon leur destination finale, puis il les réemballe dans d'autres vésicules. Et ces nouvelles vésicules, elles deviennent quoi? Soit elles vont fusionner avec la membrane plasmique pour libérer leur contenu à l'extérieur, c'est l'exocytose, pour les hormones, les enzymes. Soit elles restent dans la cellule et forment d'autres organites, comme les lysosomes. Chez les plantes, fait autre chose aussi, non? Pour la paroi? Oui, très important. Ils participent à la synthèse des polysaccharides qui vont constituer la paroi végétale. Il a vraiment un rôle central. Parlons des lysosomes alors. Les poubelles ou le centre de recyclage? On peut dire ça. Ce sont des petites vésicules remplies d'enzymes digestifs très puissantes, les hydrolases. Elles fonctionnent à pH acide. Et elles digèrent quoi? Tout ce qui est usé ou inutile, des vieux organites, des grosses molécules, et même des bactéries ou des virus que la cellule aurait pu avaler. C'est le système de nettoyage et de défense interne. Indispensable. Continuons le tour. Les mitochondries, les centrales énergétiques. On les repère au ver de Janus, on a dit. Structure vue de près. Alors elles sont partout, chez les animaux comme les végétaux. Elles ont une double membrane. L'externe est lisse, mais l'interne fait plein de replis vers l'intérieur. Les crêtes mitochondriales. Exactement. Ça augmente considérablement la surface disponible. C'est sur cette membrane interne, et dans la matrice, le liquide intérieur, que se déroule la respiration cellulaire. C'est-à-dire la production d'énergie. Oui, elles utilisent le glucose, ou plutôt ses dérivés, et l'oxygène pour fabriquer de l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est la monnaie énergétique universelle de la cellule, le carburant pour toutes les activités. Ok. Maintenant, un organite star du côté végétal. Les plastes. Surtout les chloroplastes. Comment c'est fait un chloroplaste en détail? Il a aussi une double membrane, comme la mitochondrie. Mais à l'intérieur, c'est différent. Il y a un troisième système de membrane, des sacs aplatis, les thylakoïdes. C'est là qu'il y a la chlorophylle. Oui, et ces thylakoïdes sont souvent empilés les uns sur les autres, formant des granats, comme des piles de pièces. Le tout baigne dans un liquide appelé stroma. Et c'est dans cette structure complexe que se fait la photosynthèse. Transformer la lumière en sucre? C'est exactement ça. La capture de l'énergie lumineuse se passe dans les membranes des thylakoïdes. Et la fabrication des sucres à partir du CO2 de l'air se fait dans le stroma. Le cahier parle de symbiose fonctionnelle entre chloroplastes et mitochondries chez les plantes. C'est joli comme idée? Oui, et c'est très juste. Les chloroplastes produisent les sucres et l'oxygène grâce au soleil. Les mitochondries utilisent ces sucres et cet oxygène pour faire l'ATP dont toute la cellule a besoin, y compris les chloroplastes eux-mêmes. Ils travaillent main dans la main. C'est une belle image. Passons à une spécialité animale maintenant. Le centrosome, proche du noyau. Son rôle? C'est le grand architecte du cytosquelette et le maître de cérémonie de la division cellulaire, la mitose. Il est fait de deux petits cylindres perpendiculaires, les centrioles. Et ça sert à quoi pendant la division? Quand la cellule va se diviser, le centrosome se duplique. Les deux copies migrent aux pôles opposés de la cellule et organisent le fuseau mitotique. Ce sont des fibres, des microtubes, qui vont s'accrocher aux chromosomes et les tirer pour les séparer équitablement entre les deux futures cellules filles. D'accord. C'est crucial pour la reproduction cellulaire. Et il fait autre chose aussi. Oui, il est aussi à l'origine des cils et des flagelles, ces appendices qui permettent à certaines cellules de bouger ou de créer des courants. Très bien. Et les vacuoles? On revient dessus. Grande et centrale chez la plante, petite ou absente chez l'animal. Que fait cette géante végétale? Elle est entourée d'une membrane, le tonoplaste. Elle stocke plein de choses, de l'eau bien sûr, mais aussi des ions, des sucres, des acides aminés, des pigments, parfois même des déchets ou des substances toxiques pour se défendre. Mais son rôle principal, c'est pour la pression, la turgescence. Oui, c'est fondamental. En se remplissant d'eau, elle pousse sur la paroi et maintient la cellule rigide. C'est ce qui donne leur tenue aux plantes. Quand une plante manque d'eau, elle se fane parce que les vacuoles se vident. Et ça permet aussi la croissance. La cellule s'allonge en gonflant sa vacuole, c'est plus économique que de fabriquer plein de cytoplasme. Astucieux. Bon, on arrive au chef d'orchestre, le noyau. Le centre de contrôle, oui. Il contient l'information génétique, l'ADN. Il est protégé par une double membrane, l'enveloppe nucléaire, qui est percée de pores. Des pores nucléaires, pour laisser passer des choses. Exactement. Mais pas n'importe quoi. Ce sont des passages très régulés. Ils contrôlent ce qui entre dans le noyau
comme les protéines nécessaires à la réplication de l'ADN ou à la lecture des gènes, et ce qui en sort, surtout les ARN qui portent les instructions vers le cytoplasme. Et à l'intérieur, il y a le nucléoplasme, le nucléole et la chromatine. C'est quoi tout ça? Le nucléoplasme, c'est le jus interne du noyau. Le nucléal, c'est une zone très dense, souvent visible même au microscope optique, où sont assemblés les ribosomes. Et la chromatine? C'est l'ADN. C'est l'ADN, oui, mais pas tout nu. Il est très long, donc il est enroulé et compacté grâce à des protéines spéciales, les histones. Tout ça forme une sorte de pelote complexe. Et cette chromatine, elle peut être plus ou moins compactée. Le cahier parle de chromatine et d'hétérochromatine. Oui, le chromatine, c'est la forme la moins condensée, où l'ADN est accessible pour être lu pour que les gènes s'expriment. C'est la partie active. L'hétérochromatine est beaucoup plus compactée, les gènes y sont généralement silencieux, c'est plus une forme de stockage ou de structure. Et quand la cellule se divise, tout ça devient des chromosomes bien visibles. Exactement. Au moment de la mitose, toute la chromatine, chromatine comme hétérochromatine, se condense au maximum pour former ces structures en bâtonnets qu'on appelle les chromosomes. C'est la forme la plus compacte de l'ADN, idéale pour être distribuée sans erreur aux cellules filles. Et les expériences citées, comme couper une cellule en deux, mérotomie, ou faire des greffes sur l'âge algue acétabularia, ça montre bien l'importance capitale du noyau. Absolument. Si on coupe une amibe, seul le fragment qui contient le noyau survit et peut se régénérer. Ça montre le rôle trophique, essentiel à la vie, du noyau. Et les greffes d'algues. L'acétabularia a une forme de chapeau caractéristique de l'espèce. Si on greffe le noyau d'une espèce sur la tige énucléée d'une autre espèce, c'est la forme du chapeau correspondant au noyau greffé qui va se développer. Ça prouve que le noyau contient l'information génétique qui détermine les caractères de la cellule. Rôle génétique et de contrôle. Impressionnant. Alors, si on fait le bilan final, avec tous ces détails de l'ultrastructure, qu'est-ce qu'on retient? Mais que les différences clés sont bien là, parois, plaste, grande vacuole pour le végétal, centrosome pour l'animal. Ça conditionne vraiment deux modes de vie, rigidité et photosynthèse, croissance par turgescence d'un côté, flexibilité, mobilité, hétérotrophie de l'autre. Mais en même temps, une unité fondamentale dans la machinerie interne. C'est ça qui est peut-être le plus frappant. Le noyau, la membrane, le RE, le Golgi, les mitochondries. Tout ce système de base est remarquablement conservé. C'est l'héritage commun des eucaryotes. Les différences sont des variations sur un thème fondamental, des adaptations spécifiques. Donc, cette exploration nous montre bien que la cellule, c'est tout sauf simple. C'est un système incroyablement complexe, dynamique, intégré. Une vraie merveille d'organisation à une échelle minuscule. Tout à fait. Chaque composant a sa fonction, mais tout est lié. La production par le RE, le tri par le Golgi, l'énergie des mitochondries, la photosynthèse des chloroplastes pour les plantes, et le noyau qui supervise. Une efficacité redoutable. Et pour terminer, une petite question qui ouvre la réflexion, basée sur cette différence clé, la présence ou l'absence des chloroplastes. Comment est-ce que cette capacité ou incapacité à utiliser directement l'énergie du soleil, À être autotrophe ou hétérotrophe. oui, comment est-ce que ça a pu influencer, au-delà du métabolisme cellulaire, l'évolution entière des formes de vie, les stratégies énergétiques globales, les comportements, bref, tout ce qui distingue fondamentalement le monde végétal, fixé et producteur, du monde animal, mobile et consommateur. Vaste question, non?